Retour au plateau avec nos invités du jour, Pasteur Kaido Kwame du mouvement Martin Luther King et puis Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la semaine. On parlait justement du Bénin avec le président Patrice Talon, assuré de son deuxième mandat. Et Dimas, vous aviez la parole. Oui, et je disais que... Il avait déjà fini, il parlait trop. Non, c'est pas toi qui parlais trop. Je disais que le boycott là était vraiment improductif. Et il fallait aller voter contre Talon. Aller voter contre Talon et donc choisir le moindre mal qui est à côté de lui. Et les Béninois verront. À partir du moment où la personne... On n'a pas besoin de popularité inouïe pour être efficace sur le terrain. Il y a des gens qui sont de vrais politiques, ils sont de grands technocrates, mais politiquement, ils n'ont pas d'assises. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, c'est des pailles. Hein, vous voyez? Donc, à partir du moment où la personne s'est présentée comme candidat et que vous voyez que votre mal, c'est Talon, il faut éliminer Talon. Il faut chercher à l'éliminer. Et donc, voter contre lui. Et le vote contre lui passe par le vote pour son adversaire. Ouais, les autres. Pasteur, non, vous savez, il est assuré d'être élu. Oui, non, sinon il est assuré d'être élu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour réconcilier aujourd'hui les Béninois? Parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, le Nord n'a pas aussi voté comme le Sud. Oui, je voudrais revenir un peu sur ce que Dimas disait tout à l'heure. C'est que les autres candidats, vous savez, c'est des dissidents. C'est presque des dissidents de l'opposition. C'est des gens qui sont sortis, de l'opposition. Et même pour aller... Ils n'ont pas assez de noms. Ils n'ont pas de nom, j'allais dire. Et ils n'ont pas de nom. Alors, il y a des moments en politique, ils n'ont pas de nom. On baptise même avec ses ennemis. Ils n'ont pas de nom. C'est vrai quand même que c'est des gens qui doivent quand même construire des nouveaux ponts pour pouvoir relever la démocratie béninoise. C'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'un travail a été fait pour que ces positions-là, les positions entre les candidats, les deux candidats en lice et les candidats recalés, est-ce qu'il y a un travail qui est fait? Cela devait être un travail qui devait être fait. C'est pas peut-être le président qui a pris son temps pour fragiliser... Non, c'était bien sûr justement, il voulait être accompagné. Il voulait être accompagné. Donc ces gens-là l'ont accompagné, c'est des accompagnateurs. Je me rappelle d'une élection, par exemple, en 1994, non, 95. Hein. Tu parlais d'Adani Ifer et Jacques Amouzou, Jacques Amouzou, vous vous rappelez? Ouais. Jacques Amouzou et Adani Ifer. Vous auriez pu voter pour Adani Ifer. Vous allez voir les choses. Adani Ifer, donc qui ont accompagné le feu général à l'époque, cette élection-là. Bon, donc, c'est dire quand même que c'est des gens comme ça qui ont accompagné Talon. Et dans ce cas, l'opposition ne voulait pas s'aventurer sur cette piste. C'est vrai quand même que ça pouvait gêner un peu Talon si l'opposition avait appelé à voter pour l'un des duos. Hein. Ça pouvait quand même gêner Talon. Mais comme ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire il faut que l'opposition se dit les choses sont jouées d'avance. Oui, l'opposition dit que les choses sont jouées d'avance, mais quand même qu'en politique, il arrive des fois on fait une autre lecture. La lecture que Dimas est en train de faire, ça peut prospérer, mais je crois que les politiciens béninois sont passés à côté de la plaque et maintenant Talon va s'ériger en président, Et qu'est-ce qu'il va en faire avec ce nouveau mandat? C'est là, il est assuré de son mandat, il sera réélu. Nous, on attend les résultats. On n'a pas encore eu les premières tendances, mais je crois que ça va pas tarder à tomber. Donc, il est assuré d'être. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour que les Béninois puissent retrouver leur sourire, leur sourire démocratique? C'est ça. Ça va être très difficile. L'opposition africaine a toujours brillé par ces écarts-là. Vous vous rappelez du Togo, où Edem Kodjo était en pole position pour battre Yadema. Qu'est-ce que Gilles Chrysolipio, alors, de façon... en 93. Tellement populaire à l'époque, de façon indescriptible. Mais Gilles Chrysolipio a dit que Kodjo, son père, c'est Kampita, charpentier. Comment lui va venir? Il parle d'Edem Kodjo. C'est lui qui va venir. Si ça n'est ainsi, le président Yadema n'a qu'à rester. Ça, c'est ça la politique africaine. Et c'est de cette manière
que Edo voit la chose à travers les prismes, en tout cas, de ses opposants béninois là. C'est comme cela, ils voyaient la chose, autant laisser plutôt Talon faire quoi là. Et ils en souffrent. Ils en souffrent. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut et faire les sacrifices pour. En tout cas, mais si on s'accroche à des considérations pour dire que non, ceci, ces gens, ils ne valent rien, on ne devait pas faire quoi là, tout ça là. Talon sera là. Ça me rappelle, il a dit quelque chose tout à l'heure, je me rappelle à quelques jours de l'élection présidentielle du 25 août 1993. Hein, je me rappelle, 25 août 1993. Et on était le candidat de Code 2, Code 2 à l'époque, où à quelques jours de l'élection, il a jeté l'éponge. C'est ce que je dis. Non, Kodjo n'avait même pas jeté l'éponge là. Kodjo était en campagne à Takpamé quand le Code 2 a demandé, a retiré sa candidature. Sa candidature, oui, a retiré sa candidature. Donc, c'est dire qu'il arrive à un moment où il faut faire un sacrifice, il faut faire une autre lecture. Hein, pour surprendre l'adversaire. Pour surprendre l'adversaire. Bien positionné d'ailleurs. Qui était bien positionné. Bon, donc ça doit toujours nous apprendre. Hein. C'est des leçons qu'il faut en tirer de ce genre de situation. Kodjo qui vient, qui devait être nommé, et Adema préférait Kodjo Premier ministre. Agboibo disait non, pas de question. Agboibo l'a boycotté. Et du coup, le gouvernement de Kodjo est fragilisé, il ne peut mener aucune réforme concrète si ce n'est pas avec l'appui de la majorité, en tout cas acquise par le parti au pouvoir. Et après, c'est Kodjo c'est Agboibo qui vient au pouvoir. Et en tout cas, comme Premier ministre, en 2006, après le dialogue, l'UFC et autres disent que non, que il faut le laisser. Voilà, que c'est eux qui devaient être Premier ministre. Il y avait même certains membres de l'UFC à l'époque, aujourd'hui dans l'ANC, qui avaient même cousu des vestes pour être Premier ministre. Et quand il n'avait pas, ce n'était plus ainsi. Ben, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Comme ce n'était pas ainsi, quand ils avaient fait, ils avaient demandé à ce que le gouvernement d'Agboibo soit boycotté. Du coup, Agboibo se trouve aussi fragilisé. Il n'a pu mener rien comme réforme, quand bien même il a organisé les législatives de 2007, je pense, et autre chose. Mais il n'a pas pu mettre en les recommandations du dialogue les oppositions africaines. Malheureusement, c'est ce que nous vivons partout. On voit cela partout, en Côte d'Ivoire et partout. Hein. Oui, en Côte d'Ivoire et un peu partout. Un peu partout. Ça se trouve comme ça. Allez, on va parler aussi d'un pays, la République démocratique du Congo, avec le nouveau Premier ministre Sama Lukonde, qui sort un gouvernement appelé gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Il faut dire que c'est un gouvernement qui est nommé 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il s'appuie sur une majorité de l'Union sacrée de la nation obtenue par les partisans du président Tshisekedi qui ont renversé la présidente majorité pro-Kabila dans les 2 chambres. Et on le dit, des proches des anciens opposants, des proches de Moïse Katumbi Chapoué, de Jean-Pierre Bemba occupent des postes stratégiques. C'est le cas d'Ève Bazaïba, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba, qui est nommé ministre de l'Environnement avec rang de vice-premier ministre. Christophe Lutondula, un partisan de Moïse Katumbi Chapoué, a été nommé au ministère des Affaires étrangères, et Christian Mwando, un autre lieutenant de l'ancien gouverneur du Katanga, a pris le ministère du Plan. Donc, Pasteur Edo Komi, est-ce que vous pensez que par ce gouvernement, la République démocratique du Congo va un peu s'apaiser, parce que finalement, il y a toutes les tendances qui sont... Non, c'est tout le mal tout ce qu'on peut souhaiter, à la République démocratique du Congo. Enfin, ce pays est sorti, en train de sortir d'une longue traversée de désert. Ouais. Vous vous rappelez que depuis qu'il y a ce problème entre les 2 alliés d'hier, Tshisekedi et Kabila, le pays est au ralenti. Pour ne pas dire le pays était même coupé. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus d'activité parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Ouais. L'Assemblée, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des problèmes au niveau du Sénat. Donc il a fallu que toute cette union sacrée autour de Tshisekedi soit formée pour qu'il y ait des négociations jusqu'à former aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui le gouvernement. Vous savez, ce qui nous fait mal, c'est que ce pays,
s'il faut dire ce pays continent, parce que c'est presque 2 millions de kilomètres carrés. 2 millions de kilomètres carrés. Ce pays-là, qui est à la corne de l'Afrique, quand on voit ce pays titubé, quand on voit ce pays à terre, quand on voit ce pays avec des problèmes sur des problèmes de leadership, des problèmes de positionnement, jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi est élu, je crois, il y a 3 ans de cela déjà. Et qu'est-ce qui va, tout son mandat, il n'a pris que tout son mandat à régler ces problèmes politiques, sans que les Congolais ne soient exactement servis par rapport au programme de société de Tshisekedi. C'est vrai, c'est un gouvernement qui compte 56 membres, dont un tiers des femmes. Mais tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'aujourd'hui, on a presque les représentants des grands ténors, des ténors de la classe politique congolaise. Même il y a des proches de Kabila. Il y a des proches de Kabila. Ouais. Donc, si ce gouvernement d'ouverture peut se mettre au travail pour s'occuper des problèmes des Congolais, ça nous fera que plaisir, parce que c'est un pays africain et RDC seul peut enrichir tout le continent africain. La RD Congo seule peut apporter beaucoup de choses au continent africain. Donc, je me rappelle Mobutu qui disait que le barrage Inga peut alimenter toute l'Afrique. Vous voyez, facilement. Mais tout ça là, parce que juste, on sait que les potentialités dont dispose ce pays peut permettre à l'Afrique de décoller économiquement et de pouvoir être maître de son destin. Les forces géopolitiques qui sont toujours, notamment la France et les autres qui sont toujours là pour pouvoir, les Belgiques qui sont toujours là pour tirer ce pays, et surtout déplacer, quand ça leur plaît, déplacer les pions pour être toujours maître du destin de ce pays. Vivement que ce gouvernement apporte quelque chose aux Congolais, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Dimanche, on sait comment Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, il y a Martin Fayulu qui pense véritablement que c'est lui qui a gagné. Le vrai gagnant. C'est vrai que c'est une page tournée. Est-ce que la formation de ce gouvernement va pouvoir apaiser les cœurs et avancer véritablement comme Pasteur Rido, comme il a dit? Je sais qu'il a véritablement 2 adversaires qui ne sont pas dans ce gouvernement, dont les partisans ne sont pas directement dans ce gouvernement. Il y a ceux de Martin Fayulu et de Joseph Kabila. Ils ne sont pas de ce gouvernement et du coup... non, c'est partisans. Ils ont leurs partisans. Ah non. Je parle des partisans, bien sûr. Ils ne sont pas... C'est des gens débauchés. Oui, c'est des gens qui ont été débauchés. Ceux qui sont qui ont été débauchés. Sans l'autorisation de Kabila et de Fayulu. Les vrais partisans ne sont pas... C'est comme le PDCI, une partie du PDCI au RHDP. Oui, bien sûr, naturellement. C'est quelque chose comme ça. Et donc... oui, il a ses adversaires-là. Donc, si ses adversaires veulent réellement lui mettre le bâton dans les roues, on peut dire que ce n'est pas acquis d'avance. Mais il faut reconnaître qu'il a réussi à ratisser l'âge avec tout ce qu'il a mis autour de lui, avec les proches de Vital Kamerhe, de Kabila, du sportif, Moïse Katumbi, le président du TP Mazembe, de Jean-Pierre Bemba. Donc, ceux-là, c'est des richissimes, c'est des richissimes de la RD Congo qu'il a mis autour de lui. Un gouvernement à la taille quand même du pays, ça fait 57, 56. L'autre était plus de 70 de moins. Ça fait 10 de moins. Avec le Premier ministre, ça fait 58 ou 57. En tout cas, il y a 57 membres, dont 14 femmes, je pense. Donc 14 femmes et bon, quand on parle d'RD Congo avec ce nombre, c'est pas quelque chose. Oui, bien sûr. Je pense que c'est à la taille du pays. Mais il faut voir que Tshisekedi vient de loin, de très 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 loin. Vous savez comment tu n'étais pas gagné d'avance. Comment surtout avec Kabila. Pouvoir avec le soutien de Kabila. Donc, on peut dire que c'est une fabrication totale de Kabila.
Et... Ne voulant pas Fayulu. Oui, Ouais, bien sûr. Il faut bien préciser. Après l'accord de Bruxelles, Bruxelles, oui, bien on a sûr. vu ce qui s'est passé. Ouais. Il a choisi Tshisekedi contre Fayulu. Contre Fayulu. Bon, entre deux mots, il faut choisir. Ça y est, le moins de mal. Et c'est ce qu'il a fait. Mais quand il le faisait, Kabila avait la majorité à l'Assemblée nationale, avait ses hommes à la tête des institutions, des militaires, militaires des officiers et judiciaires du pays. Alors, son premier chantier, c'est de se mettre à conquérir les leviers du pouvoir de gauche à droite, un peu partout. Et il n'a pas hésité à procéder à des débauchages. Et le Congolais aimant l'argent comme... en tout cas, ils ont pu se laisser débaucher. Monnayer. Ah oui. Et quand c'est fait, ils ont dû renverser la tendance au niveau de l'Assemblée nationale. Et maintenant, la majorité est pratiquement pour... est acquise à Tshisekedi. Et donc... il a formé un gouvernement, il a ratissé l'âge, il n'a pas fait quelque chose d'unique. Je ne pense pas que ceux qui restent des kabylistes et des fayolistes peuvent se mettre maintenant à jaser. Mais le problème, c'est qu'on ne peut non plus avoir un pays où on veut bâtir la démocratie, se permettre le luxe de fragiliser l'opposition jusqu'à ce point. Donc, ce qu'il faut faire, il faudrait que l'opposition se restructure pour servir de contre-pouvoir, pour servir de comment je peux dire, de garantie pour la démocratie, en tout cas de pare-choc pour la démocratie. Quand on veut bâtir la démocratie, en tout cas c'est le système qui est choisi, il faut compter aussi avec l'opposition. C'est très très important. Et si vous avez une opposition très très fragile, très très nulle... Vous le permettez? On va marquer notre petite pause et on revient.